Prochain sujet que j'aimerais discuter avec vous, c'est les incoterms. Les incoterms, c'est extrêmement important d'avoir. Incoterm veut dire International Commercial Term. Ce ne sont pas des lois, c'est les membres de la Chambre de commerce internationale, donc les chambres de commerce nationales qui se rencontrent là. Donc c'est une chambre de commerce, donc c'est des entreprises qui sont représentées là. Et on s'est entendu depuis, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, on s'est entendu sur des termes de transactions au niveau du transport, donc qui est responsable des coûts de transport et qui prend les risques du transport. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'étant donné qu'on ne parle pas nécessairement les mêmes langues, on n'a pas les mêmes us et coutumes, autant au niveau culturel qu'en affaires, c'est important d'arriver à des transactions standards pour faire en sorte que la personne qui est en Malaisie, qui fait affaire avec quelqu'un au Chili, puisse, dans le cadre d'une transaction commerciale, ne pas avoir d'ambiguïté, mais s'appuyer sur des standards internationaux lorsqu'il arrive le moment de conclure une transaction. Très souvent, on va voir les acheteurs professionnels être très heureux de la transaction qu'ils ont conclue avec un client et tout est au niveau du prix. Ils ont eu le prix qu'ils voulaient. Et souvent, ils vont arrêter leur transaction-là dans leur tête. Eux, ils pensent qu'ils ont fait un bon deal ou une bonne transaction, alors qu'il faut également négocier l'incoterm au même stade. Parce que si je donne un exemple, j'ai acheté un produit ou un conteneur qui vaut 10 000 $. C'est 10 000 $ où? Dans le pays d'origine de mon fournisseur ou livré chez moi? Alors souvent, le problème, quand on n'en discute pas de l'incoterm, c'est que le vendeur dans le pays d'origine, il se dit, à 10 000 $, il a fait tellement une bonne affaire qu'il va venir la chercher chez nous. Alors que moi, qui est l'acheteur, de mon côté, je dis, écoutez, j'ai payé 10 000 $, j'espère qu'il va le livrer chez nous. Alors déjà là, on voit qu'il y a une ambiguïté et les anglophones, ils disent toujours « assume »,« j'assume ». Moi, je suis d'un côté, j'assume qu'il va venir le chercher et moi, j'assume qu'il va venir le livrer. Alors, on comprend tout de suite que dans notre transaction commerciale, l'incoterm devrait faire partie de la transaction. C'est aussi important parce que le 10 000 $ livré versus le 10 000 $ où je dois payer le transport, qui peut représenter facilement un 2-3 000 $, dépendant quel mode de transport, c'est plus la même transaction. Alors, moi, ce que je suggère toujours aux entrepreneurs, c'est toujours aux acheteurs, aux chargés de projet, aux gens qui sont impliqués dans ces transactions-là, ce qui est très important, c'est de négocier votre incoterm dès le départ. OK? Imposez-le, négociez-le, c'est super important. Alors, rapidement, les incoterms, ce que vous devez savoir, c'est que oui, on a commencé à en discuter en 1923, en 1936, ils ont été mis en place et tout ça. Il y a eu une nouvelle version le 1er janvier 2011 qui a été mise en force, et qui s'appelle les incoterms 2010. Donc, le 2010 est important parce que la dernière révision, elle a eu lieu en 2000. Bon, pourquoi en 10 ans, alors qu'on a eu juste 3-4 révisions avant, pourquoi en 10 ans, il a fallu faire une refonte des incoterms? C'est extrêmement important. 5 éléments. Le premier élément, la communauté européenne n'existait pas. Okay? Et les anciens incoterms étaient pour des termes seulement internationaux. En abolissant les frontières, ils deviennent un marché domestique, ils deviennent donc un marché national. Il n'y avait plus de frontières. Donc, les incoterms de 2000, on ne peut plus s'appuyer dessus parce que eux ont continué d'utiliser les incoterms, les Italiens qui vendaient aux Allemands, les Allemands qui vendaient aux Polonais. Alors, il a fallu mettre les incoterms pour les marchés domestiques aussi. Le deuxième volet, il n'y avait pas eu... les Américains, pratiquement, n'étaient pas impliqués avec la Chambre de commerce internationale. Ils regardaient les incoterms d'un peu loin. À ce moment-là, les Américains, avec le gouvernement démocrate d'Obama qui était élu en 2008, ont dit « Nous, on veut commencer à rallier les organisations internationales. » Une de celles-là était la Chambre de commerce. Alors, la Chambre de commerce internationale, qui est basée à Paris, se sont dit « Oups, là, on a 2 points en notre faveur. » Troisième point en notre faveur, en 2010, la technologie a tellement évolué que maintenant, on a même des documents qui sont acceptables de façon électronique. Alors que, rappelez-vous, fin des années 90, on avait besoin des originaux pour réclamer nos conteneurs. On avait besoin des originaux pour réclamer nos marchandises. Maintenant, sur certains documents électroniques, on peut réclamer notre marchandise, on peut réclamer nos produits avec des documents électroniques. Donc, les anciens incoterms ne faisaient pas état de ça. La sécurité. Septembre 2001 n'était pas arrivé en 2000. En 2010, c'est un fait. Il y a eu beaucoup de changements. On connaît les programmes de sécurité qu'on peut appeler CITIPAT pour les États-Unis, partenaire en protection pour le Canada, opérateur économique agréé pour le Japon, pour l'Europe et ainsi de suite pour différents pays. Donc, il y a un aspect sécurité maintenant entre le vendeur et l'acheteur. Quelles sont les responsabilités du vendeur ou de l'exportateur dans ce cadre-là?
Et bien entendu, dans les Incoterms, le cinquième élément, dans les Incoterms de 2000, on avait encore la fameuse ligne de bastingage. C'est-à-dire que si le conteneur tombait sur un côté de la ligne, c'était la responsabilité, la ligne imaginaire, c'était la responsabilité du vendeur ou de l'acheteur, et ça tombait de l'autre côté, c'était la même chose. Alors imaginez-vous le travail pour les avocats, c'est absolument extraordinaire. Puis s'il tombe sur la ligne, on fait quoi? Donc il y a plein de cas qui ont été longtemps en arbitrage, parce que la Chambre de commerce, c'est pas un tribunal international, mais on peut y régler des disputes. On peut se présenter là et régler des disputes commerciales. Et bien entendu, bien, sans dire que c'est un tribunal, mais il y a un arbitrage qui est fait et ça amène un paquet de problèmes. Maintenant, c'est pas compliqué. Les nouveaux Incoterms, est-ce que le conteneur est sur le quai ou il est dans le bateau? S'il est entre les deux, il n'est pas dans le bateau. Okay? Alors, on a rendu ça beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, rapidement, vous allez pouvoir le voir sur la charte qui va apparaître très bientôt à l'écran. Il y avait 13 Incoterms dans 2000, maintenant on est rendu avec 11 Incoterms. Et pour rendre ça très très simple, la Chambre de commerce a également divisé les Incoterms en deux familles. On a la famille des multimodaux. Alors on en a parlé dans une des capsules précédentes, on parlait justement des différents moyens de transport. On disait entre autres qu'un conteneur de bateau pouvait voyager sur un bateau, pouvait voyager sur un train et pouvait voyager sur un camion. Donc le multimodal, on a des Incoterms pour ça, transport par conteneur. Il y a 4 Incoterms qui sont dévolus seulement au transport maritime. Mais ici, entendons-nous bien, pour le transport maritime, on ne parle pas de transport par conteneur. Dès qu'on parle de conteneur, ça va dans le multimodal. Mais là qu'on parle de maritime, on parle soit de liquide, de vrac, de minerais, de grains, de ces éléments-là. Et c'est 4 Incoterms qui sont vraiment pour, principalement, au niveau du port à port. Mais je vais me concentrer principalement dans la capsule d'aujourd'hui sur les 7 Incoterms multimodaux que 95% des entreprises vont avoir à travailler avec. Il y a 4 familles, on a gardé les quatre mêmes familles. Il y a un Incoterm dans la famille des E qui s'appelle le Ex-Works. Et le Ex-Works, ça veut dire quoi? À la factory directement. Ça veut dire que je suis le vendeur canadien, un client allemand veut avoir la marchandise, alors il va venir avec un Ex-Works. Ma responsabilité en tant que vendeur, c'est de préparer la marchandise, faire ce qu'on appelle le packing slip qu'on a parlé dans l'autre capsule, c'est-à-dire le document qui va venir indiquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'expédition, préparer cette expédition-là, la mettre sur le quai, et dès ce moment-là, ma responsabilité en tant que vendeur se termine. À l'instant où mon client va envoyer son transporteur, donc son représentant, et qui va soulever la palette du sol, toute la responsabilité est à lui. Okay? Donc, Ex-Works, c'est vraiment sur mon quai, prêt à être pris en charge par le transporteur de mon client. Ça, il y a un Incoterm dans cette famille-là qui est le Ex-Works. Dans la famille des F, qui veut dire qu'on peut payer une partie du transport, entre autres, c'est le FCA. Ça, c'est un Incoterm intéressant. C'est-à-dire que là, comme vendeur, je peux négocier avec mon acheteur ou l'acheteur va négocier avec moi. C'est-à-dire que s'il ne veut pas nécessairement prendre le risque ou payer les coûts à partir de mon usine, il veut que je prenne la responsabilité du chargement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains cas, il est fort possible que j'ai besoin d'un équipement spécialisé pour le charger. On ne veut pas endommager. Je fais de la machinerie. Je fais quelque chose qui est extrêmement fragile. Le FCA, il y a deux possibilités. Encore une fois, c'est mon client qui va payer le transport principal au niveau international. Mais ici, dans le pays d'origine, ma responsabilité, c'est de préparer la marchandise, faire la documentation. Mais cette fois-ci, pas juste le packing slip. Je dois préparer toute la documentation pour l'exportation. Donc, tous les documents qu'on a besoin pour sortir la marchandise du pays, je dois les préparer en tant qu'exportateur ou vendeur. C'est-à-dire, entre autres, on a parlé tantôt, la facture pro forma, le packing list. Et également, si c'est moi qui paye la course de transport dans le pays d'origine, par exemple, pour l'amener à son transitaire, parce qu'il y a deux types de FCA. Mon client va envoyer son transporteur à mon usine, et là, ma responsabilité, ça va être de le charger dans son camion, ou encore, il peut me demander, écoute, envoie-le à mon transitaire à Montréal. Donc, à ce moment-là, c'est moi le vendeur qui va prendre un camion, qui va l'amener au transporteur désigné par mon client, mais je ne serai pas responsable du déchargement à l'endroit. Je suis responsable de l'amener, mais le déchargement va être à la responsabilité de mon client. Donc, il y a deux FCA de ce côté-là. Donc, ça, c'est un bel Incoterm avec lequel on peut travailler. Surtout, par exemple, ceux qui, au niveau géographique, votre entreprise est à Gaspé et vous savez que le port est à Montréal. Alors là, on a comme 1000 km et souvent, pour séduire votre client ou pour diminuer ses coûts ou pour le rassurer, vous pouvez lui dire, écoute, nous allons amener la marchandise pour toi au port, ce qui veut dire qu'on fera un FCA à ce moment-là. Donc, je vais le mettre à la disposition de ton transporteur à l'endroit convenu. Donc, on parle d'un FCA ici. Ensuite de ça, il y a la famille des C. Le C, c'est pour carriage. Ça veut dire que là, moi, en tant que vendeur,
je vais payer le transport international. OK? Dans la famille des C, on a deux principalement dans les Incoterms multimodaux qui sont le CPT, le Carriage Paid To, ou le CIP, qui est le Carriage Insurance qui est payé, donc il y a une assurance. Dans le fond, c'est le frère et la sœur, c'est le même Incoterm, c'est-à-dire que, sauf que dans le CIP, je vais payer le transport. Alors sur la charte, vous allez voir, c'est probablement l'Incoterm le plus compliqué à comprendre, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Dans le CPT, c'est-à-dire que moi, le vendeur canadien, je vais payer le transport jusqu'au lieu convenu de l'autre côté. Okay? Je ne prendrai pas les droits et taxes, mais je vais payer le transport. Par contre, je ne veux pas prendre la responsabilité. C'est-à-dire que dès que je le donne au premier transporteur ici, dans le pays d'origine, tout le risque va à mon client. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je paye le transport, mais je ne veux pas prendre le risque parce que c'est une destination exotique. Je ne fais pas très confiance nécessairement aux moyens de transport de l'autre côté ou quoi que ce soit, ou la douane de l'autre côté. Donc, je peux le négocier dans mon entente. Donc, oui, je vais payer le transport jusqu'à l'autre côté. Par contre, tu vas prendre le risque. Donc, si le conteneur est abîmé, si le conteneur tombe en mer, si la marchandise est abîmée, ce sera à l'acheteur de faire les réclamations. Okay? Et si l'acheteur dit « Ouais, c'est bien beau, tu payes le transport, mais tu ne prends pas le risque », au moins, est-ce que tu peux prendre l'assurance cargo? La réponse est oui. Je peux prendre, au lieu d'un CPT, je prends un CIP. Et avec le CIP, le I veut dire Insurance. Et là, je peux contracter, moi, le vendeur, au nom de mon client, une assurance cargo pour assurer son risque. Okay? Faites attention, de façon automatique, dans un CIP, la compagnie d'assurance, ou vous pouvez encore le prendre via votre transitaire, va émettre une police d'assurance perte totale. OK? Alors, c'est important. Donc, ça veut dire que si je donne un exemple, je fabrique des voitures antiques, ou j'ai des voitures antiques ici, et j'envoie les voitures antiques de l'autre côté, et on a juste un CIP, donc une assurance perte totale. La voiture arrive de l'autre côté et elle est égratignée. Mon client, bien entendu, n'est pas très content parce qu'il est payé très cher pour sa voiture. Et l'assureur va arriver de l'autre côté et il va dire « Oui, qu'est-ce qui arrive, monsieur? Bien, j'ai une assurance et voici, la voiture, elle est égratignée. » Le surveyor qu'on appelle, ou la personne responsable de la compagnie d'assurance va dire « Je comprends très bien, monsieur, pouvez-vous embarquer dans la voiture, s'il vous plaît, et la faire démarrer? » Le monsieur embarque dans la voiture, fait démarrer la voiture fonctionne. Donc, ce n'est pas une perte totale. Donc, l'agent d'assurance va tout simplement quitter les lieux. La couverture n'aura pas lieu. Assurez-vous que si vous êtes la partie qui contracte l'assurance ou la faites contracter pour l'autre côté, une assurance tout risque. C'est extrêmement important. La différence de prix n'est pas énorme, mais ça vaut la peine de le faire. Donc, assurez-vous que vous avez une assurance tout risque. Donc, au niveau des C, c'est ça. Donc, on avait X-Works sur le quai, on avait FCA, ou soit qui viennent à votre usine et vous chargez ou vous l'amenez à son transporteur. Et dans le C, vous payez le transport dans le lieu convenu, vous n'assumez pas les risques. Et dans le CIP, vous allez faire la même chose, mais vous allez prendre une police d'assurance dont le bénéficiaire sera votre client. La dernière famille, la quatrième famille des Incoterms, c'est les D pour delivery, donc pour livraison. Et là, il y en a trois. De plus en plus, au niveau international, il y a des gens qui vont demander qu'on paye la livraison jusqu'à un lieu convenu. Donc, on a vu que CPT, c'était ce cas-là. Mais là, on va le voir d'une façon différente et beaucoup plus claire. C'est-à-dire que le premier s'appelle DAT. DAT, ça veut dire Delivery at Terminal. Je donne un exemple. Vous envoyez un conteneur en Afrique du Sud, par exemple, et vous dites, écoute, bon, dans votre négociation, vous avez un bon négociateur de l'autre côté, ou encore c'est un client que vous voulez séduire. Vous dites, écoute, on veut votre business, on va vous envoyer un premier conteneur, mais nous, on connaît bien ce qui se passe au Canada, on connaît bien les transporteurs, mais on ne sait pas ce qui se passe dans votre pays, puis de toute façon, on va vous laisser ce bout-là à faire. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en DAT, c'est Delivery at Terminal. Vous allez payer le transport jusqu'au terminal. Vous allez prendre le risque aussi jusqu'au terminal. Mais une fois que le terminal va avoir reçu votre marchandise, tout simplement, il y a le reçu qui est émis. C'est arrivé, on l'a reçu à 10h44. Le container a touché le quai. À partir de là, toute la responsabilité est à l'acheteur. Un excellent Incoterm, si vous voulez justement séduire ou payer le transport sans assumer les risques de l'autre côté. Certains de vos clients vont dire, écoute, jusqu'au port, ce n'est pas suffisant. J'aimerais ça que tu l'amènes jusque dans mon entrepôt. Non, laisse faire, on va prendre les droits et taxes, mais au moins paye le transport jusqu'à l'autre bout. Encore une fois, dans votre négociation, c'est à vous de décider. Mais si vous allez avec l'autre Incoterm qui s'appelle le DAP, qui veut dire Delivery at Place, donc livraison à l'endroit convenu, c'est que là, vous allez payer le transport jusqu'à l'endroit convenu, qui peut être dans son entrepôt, à son usine, chez son client final ou peu importe, mais vous ne prendrez pas les droits et taxes.
Et ça, c'est extrêmement important. On fait juste penser à l'Europe, entre autres, où ce que la fameuse TVA est à 20 %. Alors déjà, si votre produit est frappé par un droit de douane de 6, de 8, de 12 % et on rajoute une TVA de 20 % qui est l'équivalent de notre TPS ici, mais à 20 % et que vous n'aurez pas la chance de récupérer, ça fait très mal. Tandis que la TVA, laissez-la à votre importateur dans l'autre pays, parce que lui, on a les mêmes mécanismes ou à peu près qu'ici, il va pouvoir la récupérer, sa TVA. Vous n'êtes pas une entreprise européenne, vous ne pouvez pas la récupérer. Donc, DAP est un excellent Incoterm dans ce cas-là. Donc, votre acheteur veut que vous livriez dans ses locaux, mais vous ne voulez pas prendre les droits et taxes, ce qui est un excellent Incoterm. Le dernier, c'est le fameux DDP, ou le Delivery Duty Paid. Là, vous payez tout. C'est-à-dire, vous payez le transport et vous assumez les risques. Vous payez le dédouanement, vous payez la douane, vous payez les taxes, vous payez vraiment tout. Ce qui est c'est ça. Donc, c'est vraiment à éviter comme Incoterm. C'est une suggestion à éviter comme Incoterm à faire parce qu'encore une fois, on vient de le voir, juste en TVA au niveau de l'Europe, vous venez de perdre 20 % de votre marge de profit. Par contre, DDP peut être excellent pour des petits colis ou des colis de faible valeur. Alors, c'est comme ça que UPS et FedEx, entre autres, ont fait beaucoup leur business, c'est-à-dire qu'ils ont tout ça dans un même prix, puis on dit on va dédouaner. Mais étant donné que c'est souvent des faibles valeurs ou des petits colis, le montant de taxes, même si c'est 20 % de 40 $, c'est quand même pas énorme. 20 % d'un conteneur à 100 000 $, c'est beaucoup plus onéreux. Alors, moi, je dis toujours à mes clients, DDP, excellent pour des échantillons, excellent pour des objets de faible valeur, faible grosseur, ou encore, si vous voulez séduire un client. Moi, je dis à des clients, des fois, puis il y a des ententes qui signent, OK, ton client de l'autre côté, il ne sait pas si ça va plaire dans l'autre pays là-bas, puis vous êtes prêt à faire un bout avec ça. Peut-être que dans votre négociation, vous pouvez dire, écoute, notre premier conteneur, ce sera un DDP. On va prendre, nous, en charge les droits et taxes et tout. Et à partir du deuxième conteneur, on change l'Incoterm. Ce sera un DAP ou un DAT. Vous jugerez qu'est-ce que vous voulez faire comme Incoterm. Donc, vous pouvez voir que si on reste à l'intérieur de ces 7 Incoterms-là, vous allez pouvoir facilement trouver un Incoterm qui va rencontrer vos objectifs en tant qu'entreprise, rencontrer aussi vos objectifs commerciaux. S'il y a des clients avec qui vous voulez séduire un peu plus que d'autres, ou vous voulez être ferme ou quoi que ce soit, vous en avez vraiment pour tous les goûts à ce moment-là. Et bien entendu, ce qu'on veut là-dedans, c'est assurer notre risque. S'assurer que s'il y a des problèmes en cours de route, parce qu'on sait très bien que même si les technologies nous ont permis de penser que j'envoie un courriel en Chine, 1 minute après, la Chine me répond. On a l'impression que le globe terrestre a fait ça, alors qu'on a encore, il est de la même grosseur, il y a encore les océans à traverser, les montagnes à traverser, les pirates à certains endroits, et les douanes, et tout ça